Aujourd'hui, on va voir 3 phénomènes qui se produisent dans la tête d'une femme lorsqu'elle couche avec un homme, un plan cul. On va voir 3 phénomènes, donc le troisième est effrayant. Et c'est pas que du putaclic, même si c'est un peu du putaclic parce que je suis youtubeur, mais c'est la vérité, vous verrez. Et petite précision avant de commencer, je ne fais pas dans la morale sur cette chaîne YouTube, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois. Je ne partage ou n'adhère à aucune idéologie, qu'elle soit red pill, féministe. Je suis là pour vous apporter ce que je considère se rapprocher le plus de la réalité, parce que je suis là pour vous aider. Et ce n'est pas en cherchant à vous influencer avec l'idéologie red pill ou l'idéologie féministe qu'on s'en sortira. Alors le premier phénomène, c'est une hormone dont vous avez l'habitude d'entendre parler, beaucoup avec la red pill en ce moment, c'est devenu à la mode. On verra d'ailleurs qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites à son sujet. J'ai nommé l'ocytocine. L'ocytocine, plus communément appelée l'hormone de l'attachement, c'est une hormone que vous sécrétez en quantité suite au rapport sexuel, après le rapport sexuel, pas que le premier, après les rapports sexuels. Les hommes comme les femmes sécrètent de l'ocytocine. L'ocytocine joue un rôle d'attachement, mais pas que. Je tiens à le préciser, on simplifie beaucoup en la nommant hormone de l'attachement, mais c'est une hormone qui est beaucoup plus complexe que ça. Je le sais, j'ai passé les dernières 48 heures à faire des recherches là-dessus, c'est un vrai bordel. Donc, reprenons notre femme qui vient de coucher avec un homme, elle baigne dans l'ocytocine, tout comme l'homme, on verra après, mais elle baigne dans l'ocytocine, elle baigne dans les hormones de plaisir. Et alors là, il y a un sentiment d'attachement important qui se crée. Pour une femme, quand elle vient d'avoir un rapport sexuel avec un homme, il y a un fort sentiment de confiance qui se dégage pour l'homme avec lequel elle vient de coucher. Elle a soudainement confiance en cet homme. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est l'ocytocine. C'est le trustworthiness en anglais. Il n'y a pas de traduction littérale. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Donnez-moi la leçon, allez-y. Insultez-moi si vous voulez. Le fait de faire confiance en quelqu'un, ça c'est une des conséquences de l'ocytocine. Donc parce que j'ai couché avec cet homme, j'ai confiance en lui. Et ça arrive rapidement, et probablement bien plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, après l'acte sexuel. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours réciproque. Alors pourquoi ce n'est pas réciproque, sachant que les hommes sécrètent eux aussi de l'ocytocine après le rapport sexuel. D'ailleurs, l'ocytocine, c'est ce qui permet aux hommes d'avoir une érection. Ça joue un rôle dans l'érection. L'ocytocine, on la retrouve aussi dans les soins parentaux. Alors, du côté des femmes, on l'a vu avec… non, on ne l'a pas vu, mais je vous le dis, l'ocytocine, c'est ce qui est invoqué lors de l'allaitement. C'est ce qui permet de faire sortir le lait du sein. Mais on le retrouve aussi chez les hommes. Les hommes, il y a une corrélation chez eux entre le taux d'ocytocine dans le sang, dans la salive, et les comportements de jeu qu'ils vont avoir avec leurs enfants, entre 4 et 6 mois par exemple. Il y a une étude qui a été menée là-dessus. Les papas avec de l'ocytocine font des bons papas. Mais pourquoi, dans ces cas-là, les hommes ne s'attachent pas autant et aussi vite que les femmes suite au premier rapport sexuel? Parce que, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça que je vous en ai parlé juste avant dans cette longue intro, c'est que l'ocytocine, elle dépend du contexte de l'environnement. Ce n'est pas parce qu'on parle d'ocytocine chez les hommes et les femmes que ça va s'exprimer de la même manière. Il y a aussi, dans ce fameux environnement, il y a des interactions avec d'autres neurotransmetteurs ou d'autres hormones. En l'occurrence, avec les hormones stéroïdiennes que vous connaissez bien, testostérone, œstrogène. On sait, il semblerait en tout cas, que l'œstrogène chez les femmes est plutôt un rôle amplificateur de cette relation qui existe entre l'ocytocine et le trustworthiness, c'est-à-dire le sentiment de connexion qu'on a avec quelqu'un, le fait de lui faire confiance. Cette relation, elle est modérée à la baisse par la testostérone. C'est-à-dire que la testostérone a plutôt un effet inhibiteur du rôle de l'ocytocine sur le sentiment de connexion avec un individu. C'est-à-dire que la testostérone a plutôt tendance à baisser le niveau d'attachement d'un homme pour une femme suite au premier rapport sexuel. En d'autres mots, les hommes masculins, les hommes qui affichent des caractères sexuels secondaires empreints de testostérone, ces hommes qui généralement plaisent aux femmes, on le sait très bien, ce ne sont pas les plus à même de s'engager sur long terme, ce ne sont pas ceux qui vont s'attacher le plus facilement à une nana, ce ne sont pas ceux qui vont apporter le meilleur investissement parental par la suite,
c'est pas leur stratégie de reproduction, ces hommes-là. Les hommes qui plaisent aux nanas, les hommes qui font rêver les nanas, les hommes qui donnent des orgasmes aux nanas, ces hommes-là, ils vont plutôt partir à la conquête sexuelle. En moyenne, on fait des moyennes, c'est pas une loi, c'est pas parce qu'un mec a une barbe et qu'il est masculin que ça signifie qu'il a juste envie de tirer son coup et que c'est une bête qui ne sait pas s'attacher. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est des tendances, c'est des corrélations. Donc, effectivement, la testostérone est plutôt une hormone qui pousse à la conquête et non pas à l'attachement. Ce qui est un petit peu la tragédie féminine. Rechercher des hommes masculins et ensuite souffrir parce que ces hommes-là, on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes d'attente. Il n'y a pas cette réciprocité. Donc pour moi, ça c'est un premier effet qui rend les femmes irrationnelles. L'ocytocine, alors en partie évidemment toutes les hormones de plaisir qu'on a nous aussi les hommes après le rapport sexuel, mais les femmes, elles, baignent bien plus dans cette ocytocine dont on vient de parler, surtout dans ce sentiment d'attachement, de connexion avec peut-être même cet inconnu avec qui je viens de coucher, mais je me sens connecté avec lui, et ça me rend irrationnel. On dit souvent l'amour rend con, c'est moi qui le dis, ça je ne sais plus. Mais peut-être que l'ocytocine rend les nanas complètement irrationnelles lorsqu'il s'agit de décider si un homme est bon pour soi ou non. Je pense sincèrement que l'ocytocine, en partie, on l'a vu, en tout cas c'est ce sentiment de connexion avec un homme avec qui je viens de coucher, rend les nanas irrationnelles dans le choix d'un bon partenaire pour elles. Ce qui fait que même si l'homme leur dit « écoute, moi je veux que du cul, je ne veux pas m'engager », il aura beau le dire mot pour mot tel que je viens de vous le dire, elle entendra j'ai pas encore trouvé la bonne, tu sais, je cherche à trouver une femme qui me corresponde, ça n'a pas encore été le cas aujourd'hui, mais peut-être que toi tu seras la bonne, je te challenge par cette phrase, par ces sous-entendus. Voilà. La nana entendra ça. Le mec dit je veux baiser, la nana entendra il y a peut-être moyen qu'il s'engage avec moi. Gros problème féminin ça. On en parle dans les emails. Je vous mets un lien en description. Il y a la newsletter féminine où je ne parle que des problématiques féminines. Et ça a été par exemple l'objet d'un email. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Les hommes sont irrationnels aussi souvent, mais eux c'est avant le sexe. C'est avant le sexe qu'ils prennent des décisions de merde. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase, ce mime qu'on trouve sur Internet, je crois que c'est le post-nut clarity. Donc soudain, après avoir éjaculé, je retrouve l'essence, je redeviens rationnel, on voit le mec faire des calculs de maths, soudain tout devient limpide. La nana essaie de lui toucher la cuisse, mais ça ne marche plus cette fois. C'est l'effet inverse qui se produit en fait. L'irrationalité qu'avait l'homme avant l'acte sexuel, elle se transfère après à la nana après l'acte sexuel. Donc voilà, et de là on découle la souffrance, qui m'amène à mon deuxième point. Puisqu'il y a ce manque de réciprocité, je m'attache à l'homme, je me sens connecté avec lui, c'est pas réciproque, bam, je me prends une claque dans la gueule. Multipliez ça par le nombre de partenaires et vous avez une idée de la souffrance dans laquelle je me trouve. Ce qui est cohérent du coup avec les études qui montrent qu'il y a une corrélation entre le nombre de partenaires sexuels et la dépression. Encore une fois, je ne suis pas là dans le jugement de valeur, je ne suis pas là à dire les femmes doivent avoir tant de partenaires sexuels. C'est hors sujet, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je rapporte des observations. Et ensuite, on essaie de voir ensemble comment les interpréter. Donc effectivement, le nombre de rapports sexuels est corrélé à la dépression. Vous allez me dire, ça ne veut pas forcément dire que le nombre de rapports sexuels provoque la dépression. C'est vrai. On pourrait prendre le problème à l'envers. Il est vrai que chez les femmes, il y a cette tendance, lorsqu'elles ont, par exemple, lorsqu'elles sont en dépression, il y a cette recherche de sexualité comme une stratégie de coping pour pallier à la dépression. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement dans la dépression, mais dans beaucoup de troubles psychologiques. À peu près quasiment tous les troubles psychologiques, chez les femmes généralement, il y aura cette tendance à utiliser le sexe comme stratégie de coping pour pallier aux émotions négatives. Et ça fait sens par rapport à ce qu'on a vu juste avant. L'ocytocine, toutes les hormones de plaisir évidemment, sur le court terme, c'est cohérent, on se sent bien. Et rajouter à ça l'ocytocine, quand on est en dépression, on se sent seul, on se sent nul, on se sent isolé. L'ocytocine, ça contribue en tout cas à nous sentir connectés avec quelqu'un, à obtenir de l'attachement tout simplement. Il y a des nanas qui sont en carence affective pour qui le sexe devient une manière de se sentir connecté avec un être humain. Voilà. Et on comprend que ce soit quelque chose qui puisse être vécu comme une addiction.
Surtout quand on y a accès de manière plus facilitée, en tout cas que pour les hommes. Donc il est vrai que la dépression a tendance à augmenter la recherche de sexualité avec des nouveaux partenaires. Mais en même temps, aussi un rôle causal dans la dépression. Ça a été observé aussi dans ce sens-là. Et donc, l'explication pour moi, c'est celle que je vous ai apportée juste avant. C'est que pour moi, on suit un cycle qui se répète. Je couche avec toi, je te fais confiance, j'ai l'impression que tu es une personne avec qui j'ai une forte connexion, je m'attache à toi, ce n'est pas réciproque, je me prends un rejet, je redescends plus bas que je ne l'étais avant de coucher avec toi. Multiplier ça par le nombre de partenaires, ça crée une souffrance, une dépression. Pas systématique, hein, mais je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de femmes qui ont beaucoup de partenaires et qui ne tombent pas en dépression. Et c'est là que c'est intéressant justement. C'est que moi, je ne pense pas que ce soit le nombre de partenaires qui soit immédiatement responsable de la dépression chez les femmes ou de la souffrance. Absolument pas. Parce qu'on a tous des exemples de femmes qui couchent avec plein d'hommes qui sont heureuses. Pas de souci. Pour moi, il y a une relation, il y a une troisième variable qui rentre en jeu. Il n'y a pas cette réciprocité d'attachement. Pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est pas tant le fait d'avoir couché avec beaucoup d'hommes, c'est le fait de ne pas avoir obtenu la réciprocité. C'est vécu comme des rejets. Or, le rejet chez les femmes, le rejet social et amoureux est vécu plus fortement chez les femmes. Donc pour moi, le deuxième phénomène qui se produit dans la tête des nanas, après avoir eu des rapports sexuels sans engagement, avoir eu des plans cul, clairement, c'est cette dépression, cette souffrance de non-réciprocité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre explication hypothétique que je me permets d'avancer, une perspective cette fois plus économique. Quand vous écoutez le vocabulaire féminin qui est utilisé pour parler des relations qui n'ont pas abouti à du sérieux, on retrouve beaucoup ce champ lexical marchand avec des phrases du style « je me suis senti utilisé »,« j'ai donné beaucoup sans rien obtenir en retour », en parlant de la sexualité sans obtenir de l'investissement de la part de l'homme en retour. Je me sens usé, je me sens utilisé, j'ai perdu mon temps, etc. Ce que ça laisse entendre, ce vocabulaire, c'est vocabulaire qu'on n'entend quasiment jamais dans la bouche des hommes. C'est que vous aurez beau bourrer le crâne des Occidentaux avec le féminisme, l'égalitarisme entre les hommes et les femmes, vous ne changerez jamais le fait que les femmes considèrent qu'elles offrent leur sexualité. Les hommes ne pensent pas qu'ils offrent leur sexualité, les femmes en sont persuadées. Et ça a toujours été le cas, et ça sera toujours le cas. Les femmes offrent la sexualité. Les femmes considèrent qu'elles font un cadeau à l'homme lorsqu'elles lui offrent leur sexualité, généralement en échange d'un investissement masculin. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'ai tendance à parfois l'appeler l'hubris féminin. Là c'est un jugement de valeur, je le dis, hop, jugement de valeur. Mais le fait est que malgré le féminisme, les femmes continuent à considérer que c'est un cadeau qu'elles font à l'homme. Et donc, lorsque l'investissement masculin n'est pas présent, les femmes souffrent. Elles ont l'impression d'avoir offert quelque chose sans obtenir une contrepartie. Le problème, ou l'ironie, devrais-je dire, c'est que le féminisme a apporté la pilule, superbe invention, mais en apportant la pilule, elle a baissé le coût du sexe. Parce qu'avant la pilule, coucher avec un homme, on ne couchait pas comme ça, il fallait qu'il y ait un investissement. Généralement, si tu couches avec moi et que tu me fais un môme, je vous parle d'il y a 100 ans, tu couches avec moi et tu me fais un môme, va y avoir la pression sociale, papa qui va venir te casser la gueule, tu auras intérêt à m'épouser et prendre soin du gamin. Donc il y avait un risque de grossesse, il y avait un coût, le sexe avait un coût qui lui était associé. Et d'ailleurs, pour accéder au sexe, il fallait se marier. En fait, le véritable coût de la sexualité, c'était le mariage. C'était un investissement de la part des deux partenaires, mais surtout de la part de l'homme qui devait investir de l'argent, mais aussi surtout du temps et de l'énergie. La femme aussi, mais l'homme plus que la femme. Dans le cas du mariage, c'est l'homme, c'est l'amour courtois, c'est l'homme qui doit courtiser la femme avant d'arriver au mariage. Et à ce moment-là, il sera récompensé et il obtiendra alors l'offrande féminine qui est sa virginité, en tout cas sa sexualité.
Le cadeau, l'échange, c'était à la base l'homme qui s'investit, qui pose de l'argent, de l'énergie et du temps pour obtenir derrière, le jour du mariage, le cadeau féminin, la contrepartie féminine qui est sa sexualité. Et donc, il n'y a plus besoin de se marier pour accéder au sexe. Donc, le coût du sexe a baissé. À court terme, tout le monde est heureux, tout le monde se fait plaisir. À long terme, les femmes sont malheureuses, les femmes en souffrent. Parce que comme le coût du sexe a baissé, du coup, plus une femme s'est adonnée à du sexe sans obtenir la contrepartie qu'elle espérait, consciemment, inconsciemment, secrètement ou non, elle espérait un investissement masculin. Elle pensait que parce qu'elle couchait avec cet homme, alors il allait s'investir. Puisqu'elle n'a pas obtenu ça, multiplier ça par le nombre de partenaires, il y a une souffrance. Et pire que ça, il y a une baisse d'estime. Parce qu'en fait, je n'ai pas reçu l'investissement que je méritais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai offert mon bien le plus précieux gratuitement sur le marché de l'amour. C'est un peu comme si j'avais un bien précieux, je le mettais en vente sur le Bon Coin, et je me rendais compte 3 semaines plus tard qu'en fait, il valait le triple, quoi. Je vais regretter, je vais souffrir et mon estime va baisser. Là, en l'occurrence, l'estime, c'est l'estime de moi-même, c'est mon bien le plus précieux. Finalement, je me rends compte que les hommes, ils n'investissent pas ce que moi, je considère être à la hauteur de ce bien. Vous voyez ce que je veux dire? La valeur de ce bien. Donc, ça me fait souffrir, ça fait baisser mon estime de moi. Et voilà, ça augmente les risques de dépression et d'anxiété. Bon, c'est pas très gai tout ça. Le troisième point va être encore moins gai. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que par email, je suis un peu plus gai que ça quand même. Et surtout, j'offre des solutions aux femmes. Donc, mesdames, et je offre des solutions aux hommes aussi. Il y a une newsletter exclusivement réservée aux problématiques masculines. J'envoie 2 mails par semaine. Et il y a une newsletter exclusivement réservée aux problématiques féminines. J'envoie à peu près pareil 1 ou 2 mails par semaine avec des conseils précis pour rendre un homme amoureux, pour faire en sorte que cet homme s'attache à vous sur le long terme et pour aussi mieux comprendre la psychologie masculine, comme ce qu'on fait là sur cette chaîne YouTube. Mais là, on va beaucoup plus loin par email. Je me livre aussi un peu plus, il y a plus de… Voilà, et puis c'est plus détente, c'est plus positif, c'est plus dans le conseil, alors qu'ici, on est plus dans l'observation. Alors, le troisième phénomène, c'est le microchimérisme. Il semblerait, en tout cas c'est possible, que chez des femmes qui aient couché avec des hommes, il y ait encore des fragments d'ADN de ces hommes-là avec lesquels elles aient couché. Des fragments d'ADN qui seraient transportés par une protéine dans le liquide séminal, dans le sperme de l'homme, qui pourrait aller jusqu'au cerveau. Ces fragments d'ADN, ils peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes de ces femmes-là, qu'on pourrait retrouver dans le sommeil, dans l'immunité, dans la libido par exemple. Maintenant, je vais nuancer. Ce qui a été observé, ce microchimérisme, il a été principalement observé aujourd'hui chez des femmes qui étaient enceintes d'un homme, donc, qui portait un fœtus dans leur ventre. C'est là qu'on observe effectivement ce microchimérisme. Et particulièrement, je crois, quand ces femmes-là avaient des garçons. C'est à la fin des études que les chercheurs mettent dans les hypothèses, c'est-à-dire ce sont des hypothèses, ils disent qu'il serait intéressant d'étudier si cet effet de microchimérisme puisse se produire simplement après un rapport sexuel. Après éjaculation, bien sûr. Ça reste des hypothèses, mais ce sont des hypothèses de chercheurs. Et comme j'ai tendance à le dire, je préfère écouter les hypothèses des chercheurs que les certitudes du mec moyen. Et s'il y a des hypothèses, c'est qu'il va y avoir des études qui vont être menées sur le sujet. C'est qu'il va y avoir du temps et de l'énergie qui va être investi là-dedans. Et c'est qu'il y a un intérêt aussi, pas seulement financier, je veux dire, il y a un intérêt pour la santé des femmes parce que ce phénomène-là, pourquoi il est étudié en ce moment? Parce qu'il semblerait que ça puisse augmenter le risque de maladies auto-immunes. Ça pourrait augmenter le risque de certaines maladies, notamment les maladies auto-immunes. Alors, je vous mettrai une étude que j'ai trouvée, par exemple, qui montrait que chez les femmes avec des scléroses en plaques, il y aurait apparemment plus d'ADN masculin que chez des femmes en bonne santé. Donc voilà, prenez tout ça avec des grosses pincettes, avec beaucoup de conditionnels. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a de l'ADN masculin chez des femmes qui ont porté leurs enfants. Principalement, on l'a retrouvé chez des femmes qui ont porté des enfants masculins, de ce que j'ai compris.
c'est pas impossible qu'on puisse retrouver ce phénomène-là après de simples rapports sexuels sans protection évidemment, mais ça reste des hypothèses. Voilà. La seule chose à en conclure, c'est qu'on découvre des choses tous les jours et c'est que la sexualité, effectivement, a un impact et probablement un coût plus élevé chez les femmes que chez les hommes et que peut-être que cette tendance qu'ont les femmes à valoriser et à considérer leur sexualité comme un don, peut-être que derrière, finalement, il y a une forme de protection de soi, peut-être qu'il y a une fonction adaptative qui n'est pas totalement irrationnelle. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi, pour mieux réussir votre vie amoureuse, si vous êtes une femme, il y a un lien pour vous où on voit comment rendre un homme plus amoureux, comment faire en sorte qu'il s'attache à vous, comment mieux comprendre les hommes et la psychologie masculine. Si vous êtes un homme, cette fois, il y a aussi un lien pour vous, une newsletter où j'envoie régulièrement des emails pour vous aider à améliorer votre vie amoureuse et à rencontrer la bonne.